Bonjour, Ariel Danan. Je travaille actuellement dans le monde philanthropique. Après une longue carrière à la Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle et à l'Alliance israélite universelle, la Bibliothèque de l'Alliance étant l'une des bibliothèques les plus importantes au monde sur tout ce qui concerne les études juives et particulièrement sur l'histoire des Juifs en Afrique du Nord. Il y a longtemps, j'avais fait des études d'histoire, d'informatique et d'hébreu et j'ai fait une thèse sur l'histoire du peuple juif au XXe siècle. À l'origine, j'avais commencé mes études d'histoire et je m'étais consacré à l'histoire des Juifs de France. Et c'est un peu par hasard que je suis arrivé à l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, grâce à quelqu'un qui s'appelle Claude Nataf et qui est le président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Et comme il connaissait mon travail aux archives de l'Alliance, il m'a demandé de commencer à travailler sur la Tunisie. Et évidemment, de la Tunisie, je suis passé au Maroc parce que c'est la terre de mes ancêtres. Donc encore une fois, c'est un peu par hasard que j'ai commencé à travailler sur les Juifs d'Afrique du Nord. Mais c'était totalement naturel parce que ça me permettait de me rapprocher de mes origines familiales et de ce qui est devenu très rapidement une passion, parce que j'ai très vite vu toute la richesse de cette histoire et du patrimoine des Juifs au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Il est difficile de déterminer vraiment des périodes charnières dans l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, mais il y a évidemment des moments qui sont un peu clés. Le premier moment, c'est évidemment la période qui est assez large sur plusieurs siècles, où les Juifs sont arrivés en Afrique du Nord. On a des traces archéologiques, par exemple à Volubilis, à côté de Meknès, au Maroc, également pour une période un peu plus ancienne, à Carthage, à côté de Tunis. Il y a aussi des références dans le grand historien du peuple juif dans l'Antiquité, Flavius Joseph, qui parle de Juifs qui sont allés en Égypte et qui sont allés au-delà de l'Égypte et qui ont vraisemblablement rejoint l'Afrique du Nord. Il y a également des traces écrites, par exemple au IIe siècle avec Tertullien ou au IVe siècle avec Saint Augustin, c'est-à-dire des auteurs chrétiens vivant en Afrique du Nord et qui produisent des écrits contre les Juifs. Et puis il y a aussi les traditions orales. Par exemple, si vous interrogez des Juifs de Djerba en Tunisie, sur cette île en Tunisie, ils vous diront qu'ils sont arrivés à l'époque de la destruction du premier temple de Jérusalem en moins 586. Alors évidemment, on n'arrive pas à déterminer une période extrêmement précise d'arrivée, mais cela montre combien la présence des Juifs en Afrique du Nord est ancienne, et par exemple, bien évidemment, que les Juifs sont arrivés bien avant l'islam, avant que l'islam conquiert l'Afrique du Nord, et c'est un point évidemment extrêmement important. Alors la deuxième période, c'est bien évidemment le moment où l'Afrique du Nord est passée sous domination musulmane, et cela va changer beaucoup de choses pour les Juifs. Le troisième moment charnière, peut-être le plus important, celui qui a marqué le plus grand bouleversement, ça a été l'arrivée des Juifs d'Espagne, au XIVe siècle d'abord, puis en 1492, quand ils ont été expulsés d'Espagne par la reine Isabelle la catholique. Cela a été un moment particulièrement charnière, d'abord parce que ça a permis de revivifier des communautés qui étaient en mauvaise posture en Afrique du Nord suite, 1 ou 2 siècles auparavant, aux persécutions commises par la dynastie des Almohades, notamment particulièrement dans ce qui allait devenir l'Algérie et le Maroc. Et donc les Juifs venus d'Espagne sont venus revitaliser des communautés qui étaient en déshérence. Les Juifs d'Espagne, c'était également une population beaucoup plus, disons, cultivée, qui avait des métiers commerciaux, qui ont donc vraiment en fait redonné une vie à ces communautés en Afrique du Nord sur le plan socio-économique et sur le plan intellectuel. Alors il est vrai que la cohabitation entre les deux communautés a été compliquée, cela a mis du temps, certaines fois plusieurs siècles, pour que les deux communautés se fondent en une seule. Des fois, cela ne s'est même pas réellement passé. Il a pu persister notamment des synagogues différentes, des coutumes différentes. Mais cette période du XVe siècle a été une période véritablement transformatoire de la présence juive en Afrique du Nord.
Et puis après, on fait un saut de 4 siècles. On arrive au 19e siècle avec l'influence européenne, la présence européenne, que ce soit de manière coloniale, sous forme de protectorat, ou simplement d'influence sociale, intellectuelle, économique. Et cela a marqué un bouleversement extrêmement important pour les Juifs. Et après, nous arrivons au XXe siècle, le XXe siècle qui a été marqué par le départ des Juifs d'Afrique du Nord. Il n'y a quasiment plus de Juifs en Afrique du Nord, quelques milliers au Maroc, un petit peu en Tunisie, très très peu en Algérie. Et cette période a été précédée par un événement qui, moi, me paraît extrêmement important, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Parce que le sort des Juifs en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale a été très différent d'un pays à l'autre. En Algérie, où il s'agissait d'une colonie, les règles de Vichy se sont appliquées avec beaucoup de vigueur, les Juifs ont perdu leur citoyenneté, ils ont été exclus des écoles, des universités, ça a été une période particulièrement traumatique pour les Juifs d'Algérie, cela l'a été tout autant, bien que d'une autre manière, pour les Juifs de Tunisie, la Tunisie qui a été occupée pendant 6 mois par les troupes allemandes, les troupes nazies, et les Juifs ont vécu 6 mois d'horreur de manière absolument incontestable, avec des camps de travail, des punitions collectives. Ça a été véritablement une période traumatique. Au Maroc, cela s'est beaucoup moins senti. La législation de Vichy a été appliquée avec beaucoup moins de vigueur qu'en Algérie, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que le sultan, de toutes sortes de manières, a protégé les Juifs, mais il y a eu des mesures vexatoires. Par exemple, les Juifs qui habitaient dans les quartiers européens ont été obligés de quitter ces quartiers européens et de retourner au Mela. Donc, dans les 3 pays, de 3 manières différentes, ça a été une période traumatisante pour les Juifs. Ça a été également une période où ils ont découvert qu'ils voulaient un autre avenir, que certaines fois ils n'avaient plus confiance dans la France dans laquelle ils avaient mis tous leurs espoirs, ou en tout cas que cette confiance était un peu étiolée, était devenue différente, et c'est ce qui amènera 15-20 ans après à leur départ d'Afrique du Nord. C'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons à mon avis. Au XIXe siècle, la présence européenne s'est faite de plus en plus importante en Afrique du Nord, que celle soit italienne, espagnole ou bien sûr française, puisque la France a établi une colonie en Algérie en 1830 et a établi des protectorats en Tunisie en 1881 et en 1912 au Maroc. Et il est vrai que de manière extrêmement différente, cela a totalement changé la destinée des Juifs dans cette région du monde. Alors d'abord principalement en Algérie, avec en 1870 le décret Crémieux, qui a donné la citoyenneté française à tous les Juifs d'Algérie, ce qui a ouvert pour eux une période absolument incroyable d'avancées socio-économiques, intellectuelles, qui ont totalement changé la vie des Juifs en Algérie. Ça a été un peu la même chose au Maroc et en Tunisie, mais de manière un peu différente, puisqu'il ne s'agissait que d'un protectorat, et d'un protectorat qui s'est établi relativement tardivement au Maroc, en 1912 seulement, mais cela a été également porteur de changements extrêmement importants. D'abord parce que les Juifs de Tunisie et du Maroc, comme d'Algérie, mais cette fois-ci au Maroc et en Tunisie, grâce à la présence de l'Alliance israélite universelle, les Juifs de Tunisie et du Maroc ont eu accès à la modernité et à la culture française. L'Alliance israélite universelle avait été créée en 1860 avec pour objectif, pour les quelques jeunes Français israélites qu'il avait créés, la volonté d'apporter aux Juifs du monde entier ce dont ils avaient bénéficié en France grâce à la Révolution française, c'est-à-dire l'accès à la modernité et surtout l'égalité des droits. Et donc l'Alliance va créer tout un réseau d'écoles à travers l'Afrique du Nord, à travers le Moyen-Orient, des écoles modernes qui enseignent en français, où l'on peut également apprendre un métier. Et c'est la première fois que filles et garçons vont recevoir la même éducation, moderne encore une fois, et qui n'est plus une éducation uniquement religieuse. Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences absolument incroyables pour les Juifs d'Afrique du Nord dans les 3 pays, parce que cela leur ouvre les portes de nouveaux métiers, de nouveaux moyens de subsistance,
Également un monde nouveau, c'est la période où il y a des journaux qui sont créés, où il y a une production littéraire juive en Afrique du Nord extrêmement importante et qui change, qui n'est plus seulement traditionnelle ou religieuse. Donc c'est évidemment une période qui a tout changé pour la destinée des Juifs en Afrique du Nord.